Bonsoir à toutes et à tous. Un nouveau numéro de 28 minutes clignote dans le ciel de l'été. Je suis ravi de vous accueillir, tout comme l'ensemble de l'équipe qui s'est installée autour de moi. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et ce soir, figurez-vous, non pas un, mais deux sujets d'actualité au programme. Et oui, le premier, c'est le surtourisme. Rares sont les endroits sur la planète à être épargnés. Et les prévisions annoncent une augmentation des voyageurs internationaux dans les prochaines années. La révolte gronde contre l'absence de régulation. Certains, comme à Majorque, se mobilisent même pour éviter l'asphyxie. Això no és una manifestació contra el turisme, és una manifestació contra la massificació turística. Exigim la reducció del número de visitants, la reducció de vols i la regulació dels jocs turístics. Alors le surtourisme est-il une plaie pour la planète ou une bénédiction pour les pays les plus pauvres? Nous en débattrons. En deuxième actualité, nous ferons un détour par Kiev et la guerre en Ukraine 4 ans et demi plus tard. Malgré de sanglantes frappes russes sur la capitale ukrainienne, la donne est-elle en train de changer? Poutine est-il vraiment en difficulté alors que Zelensky semble avoir désormais les faveurs de Donald Trump? Et puis en fin d'émission, nous retrouverons ceux qui pourraient aisément éclipser l'éclipse, oui c'est assez fort, grâce à la qualité de leur chronique, à savoir Isadora Dorsal et Théophile Cossa. Au menu ce soir, Isadora. Eh bien, dans l'été à l'européenne, ce soir, on part danser sur de la country tchèque dans les forêts de Bohême. Ah oui, ça donne envie, en effet, country tchèque. Et vous, Théophile? Les terribles incendies de cet été font naître des vocations. Les candidatures pour devenir pompier volontaire battent des records. Mais au fait, comment est-ce qu'on devient pompier volontaire? Est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce qu'il faut des tests? Je vous raconte ça je vous raconte tout à l'heure comment ça marche. C'est ça, voilà, à tout à l'heure, en tout cas en fin d'émission. Mais pour commencer, avez-vous déjà commandé un plat qu'une personne en vélo a livré jusqu'à chez vous? Vous savez, sushi ou pizza. Alors, c'est pas votre menu qui nous intéresse du tout. En fait, ce soir, nous, on va s'intéresser aux livreurs et notamment à Tassiana Aïtar, ancienne de chez Uber Eats, qui a photographié le quotidien des damnés de la commande rapide. Elle vient nous en parler tout de suite dans 28 minutes. Bonsoir Tassiana Aïtar. Bonsoir. Alors vous êtes artiste et photographe. Votre livre Uber Life est paru chez Fish Eye Édition. Je présente l'équipe de 28 minutes. Marion Lou. Bonsoir. Julia Van Est. Bonsoir. Alors, c'est votre livre documente le quotidien des livreurs justement de cette marque, donc Uber Eats. Alors une question, maintenant que vous n'y travaillez plus, est-ce que vous avez envoyé votre livre à Uber? Ah non, jamais. Non, j'ai jamais envoyé. Après, j'avoue que c'est très Uber, mais je vise un peu toutes les plateformes en soi. Donc, mais je pense qu'ils ont peut-être eu des échos. Enfin, du moins, j'espère, j'aimerais bien. Eh bien, écoutez, on leur envoie en tout cas un message. Ce soir, on va discuter justement de ce quotidien et de vos photos et de votre vie en tant que livreur. On parle de ça dans un instant, mais on va voir avant ça pourquoi vous avez le profil idéal pour nous parler de ce sujet. Et Olivier Boucreux nous explique pourquoi. Tassiana Aïtar, vous avez livré les repas pendant 5 ans. J'ai fait pas mal au KFC, des poulets, des glaces, des grecs, des tire pour chat, des bouteilles d'eau, des pâtes de lait. Enfin bref, tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, avec Uber Life, vous livrez les coulisses d'un métier que l'on croise sans le regarder. Pour faire entrer les invisibles dans le cadre, vous avez le profil idéal. Metz, année 2000, fille de parents algériens, poster de Lori et de Tokyo Hotel au mur. Vous chantez tout le temps, mais la culture vous semble inaccessible. Après des études d'histoire de l'art et plusieurs petits boulots, vous découvrez la photo à la MJC de Bellecroix. Vous tenez votre voix. En 2018, un cousin vous parle d'Uber Eats. Vous commencez à vélo, puis passez à une Clio 3. Au début, la liberté, bientôt l'algorithme. Pendant 5 ans, vous photographiez tout. Les humiliations, les clients, la fatigue, mais aussi l'immense solidarité entre livreurs. Le Covid agit comme un révélateur, tandis que le pays applaudit les métiers essentiels. Les coursiers restent dehors. Et je me dis, en fait, c'est ouf qu'il y ait des Noirs et des Arabes dehors, sans gel hydroalcoolique, sans masque, sans rien, en train de se balader dans tout Paris, et on peut mourir à tout moment, et tout le monde s'en tape. Vous décidez de les rendre visibles. Je raconte un peu ma Uber Life, pour aussi pouvoir donner d'autres voix à d'autres livreurs. Refusé à Courtrajmé, l'école gratuite fondée par le réalisateur Lajli à Montfermeil, vous écrivez de nuit sur les murs « Tassiana à Courtrajmé ». Le lendemain, vous êtes rappelé, vous y rencontrez JR, exposé au Palais de Tokyo, puis au 104. En 2023, vous entrez aux Beaux-Arts de Paris, où vous refusez encore de laisser l'art aux seuls initiés. Je me décris comme artiste pluridisciplinaire. Moi, j'ai commencé par la photo. Et après, avec le temps, je me suis dit, en fait, il y a plein de trucs. Pourquoi je vais me catégoriser dans l'image, tu vois, alors que je peux faire de la sculpture, je peux faire de la 3D, je peux faire en fait tout ce que tu as envie de faire. Dans Ça fait des années que les fleurs ont fané, vous remontiez l'histoire de votre famille, la colonisation et la guerre d'Algérie pour exhumer d'autres blessures enfouies.
Avec Uber Life, vous revenez au présent. Le livre rassemble photos, captures d'écran, conversations et textes. Votre pratique, dites-vous, est un travail de réparation. Voilà, Tatiana Ittar. Donc ce livre Uber Life, donc ça parle d'Uber Eats, Deliveroo, en fait véritablement de quotidien de livreur que l'on voit aujourd'hui dans toutes les villes de France. Juste un mot, vous vous souvenez de votre première course ? Ah ouais, je me souviens, oui c'est vrai. C'était à McDo de la place de la République à Metz. Ouais. Et en fait, j'avais pas été, il y avait des cours qui étaient donnés un peu pour expliquer aux livreurs de comment nettoyer son sac, comment accéder au restaurant. J'avais jamais été. J'avais mis notre adresse mail, je m'étais pas présentée, j'avais un peu magouillé pour pas y assister. Et en fait, arrivé à ma première course, j'étais mais en fait, qu'est-ce que je vais faire là Je suis censée récupérer la commande. Donc en fait, je regarde le mec du McDo et il voit que je suis perdue et il doit se dire mais c'est qui cette folle en fait. C'est ça. Alors, j'ai réussi. Vous l'écrivez dans votre livre parce qu'il y a des photos mais il y a aussi du texte bien sûr. Ce qui vous a attiré au départ dans ce métier de livreur, c'est la liberté. Et c'est vrai que finalement ces plateformes mettent en avant toujours, c'est leur principal argument de publicitaire de dire vous serez votre propre patron. Ouais, complètement. C'est l'impression qu'on a dans le sens où c'est aussi mes amis qui me le vendaient auparavant. Je parle de mon cousin, mais j'avais tous mes potes qui faisaient Uber Eats. Et en fait, je voyais que je pouvais squatter avec eux, traîner avec eux, même des fois faire les courses avec eux. Et ce qu'ils me disaient, c'était toi, tu te fais virer de tous tes tafs, tu te feras jamais de virer de ce taf-là. Et je disais pourquoi ? Parce qu'en fait, t'es toute seule et tu gères ton truc toute seule. Et c'est là où j'ai compris des neurodivergences, les soucis, pourquoi on ne pouvait pas se concentrer dans un travail plutôt classique et pourquoi ce type de travail lié à plein d'autres caractéristiques liées des fois à la classe sociale, à la race, à toutes les intersections que je pouvais plutôt plus ou moins cumuler. Et j'ai capté que ce travail mettait tous ces aspects-là en avant pour attirer un certain public. Et au début, c'est ce qu'on croit. Et à la fin, de fil en aiguille, on comprend que c'est un peu le poteau rose. Ouais, complètement. C'est ça, parce qu'en fait, la liberté, elle est toute relative. Vous êtes quand même esclave, entre guillemets, d'un algorithme. Vous dites que vous écrivez dans le livre, que vous avez l'impression d'être presque coincé dans un jeu vidéo. Complètement, parce qu'en fait, la question de liberté, elle est complètement relative, où on se dit, tu fais ce que tu veux. Et en réalité, c'est ça, on a l'impression qu'on fait ce qu'on veut, mais quand il est 5h du matin et que j'ai laissé mon application ouverte en pensant que ça va booster mon algorithme, et que j'hésite à faire cette course que je vais finalement faire, je pense qu'on peut remettre en question cette notion de liberté, parce que il y a plein de questions qui nous passent par la tête de est-ce que je vais avoir moins de courses le lendemain parce que mon algorithme ce refus de course va impacter cet algorithme. Il y a une petite excitation aussi. Ouais, complètement. Il y a la sonnerie, il y a le fait de voir les revenus se générer en fait instantanément. Quand on voit qu'on a 100 €, on se dit bon, c'était mon objectif du jour, mais je peux booster jusqu'à 150 €. On voit les notifs. Les bonus, les notifications bonus aussi. On te dit de 19h à 22h, si tu fais tant de courses, tu seras encore mieux payé. Donc en fait, là, à ce moment-là, c'est la course contre la montre et ça devient ultra dangereux parce que même la manière de conduire, les relations avec les restaurateurs, les consommateurs, on est sous stress. Permanence, oui. Ouais, complètement. Justement, c'est un métier qui est largement dominé par les hommes. Vous, comment vous l'avez vécu au quotidien, par exemple, dans vos relations avec les clients en tant que femme livreur ? En fait, moi, je ne me posais pas forcément cette question quand j'ai demandé quand mon cousin m'a proposé justement de faire ce travail-là. Lui-même se posait pas cette question en fait de genre en me disant mais si tu peux le faire, t'es une femme. Il y a rien qui prescrit dans les contrats ou quoi que ce soit. On peut dans les règlements plutôt tu peux t'inscrire en tant que femme. Et moi je me suis pas posé mille questions. Je me suis dit pourquoi pas. Je serais peut-être la première. Je m'en fiche. Il y a tous les avantages. Et à ce moment-là, j'ai pas de problème avec mes collègues livreurs, parce que je reçois un accueil qui est hyper justement ouvert de on va t'aider justement parce que peut-être que tu vas subir beaucoup plus d'agressions que nous. Et en fait, à la fin, je me rends compte que c'est assez équilibré où les gens se permettent plus avec mes collègues hommes que moi parce que je suis une femme. Mais bon, c'est un peu parce que par exemple, les accès aux toilettes vont être beaucoup plus complexes pour moi, par exemple, que pour mes collègues livreurs. Il y a plein de... Alors, on va voir justement ce statut social, comment il peut évoluer avec vous, Julia, puisque c'est une première avancée pour les livreurs de repas. Uber Eats, Deliveroo vont revaloriser leurs revenus.
Oui, dès le 1er septembre, la garantie horaire minimale pour les livreurs Uber Eats ou encore Deliveroo va passer à 19 € brut contre 11,75 € aujourd'hui. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si un livreur gagne moins de 19 € par heure de course en moyenne, la plateforme devra sortir le chéquier pour compenser et atteindre ce plancher. Les deux géants de la livraison se sont en fait entendus avec les syndicats en signant un avenant à un accord qui a été signé en 2023. Et détail d'importance, les pourboires qui étaient auparavant intégrés dans le calcul de cette rémunération minimale en sont désormais exclus. Pour les livreurs, c'est une étape importante car leurs revenus en fait ont assez chuté ces dernières années. Selon une récente étude, par exemple chez Uber Eats, le revenu horaire brut a chuté de près de 31% entre 2021 et 2025. Vous, Tatiana Itatar, quels étaient vos revenus par exemple par jour? Moi, à cette période 2021 et 2025, même si j'étais toujours livreuse, je l'étais moins qu'entre 2018 et 2020. Donc c'est-à-dire que là, on parle de cette période-là, on parle de 31%. J'ai pas les chiffres exacts, mais je pense que c'est beaucoup plus parce qu'en 2018, après voilà, c'était pas les mêmes horaires, mais je pouvais travailler de 9h du matin jusqu'à des fois 3h et je pouvais faire 200 € par jour. Mais en fait, on comptait pas du tout nos horaires. C'est approximatif, c'est en fonction de la ville. Nous, on était sur Paris, il y a eu la période du Covid qui a explosé les revenus. Mais c'était une possibilité de le faire et c'était plutôt bien payé. Enfin, pas bien payé, mais je pouvais faire environ 15 € de l'heure. À partir de 2021-2022, ça a commencé à baisser drastiquement et il me semble que ça a été... il y avait plus de 2,50 € de prise en charge, tout était réduit. Et ça a été même une raison pour laquelle moi j'ai complètement arrêté ce travail. Alors il y a aussi, c'est un univers dans lequel vous avez évolué et dans lequel vous avez rencontré énormément de sans-papiers. On le sait aujourd'hui dans les livreurs, que ce soit Uber Eats, Deliveroo, énormément de sans-papiers et qui sont eux aussi pris au piège de leur compte en fait qu'ils louent à d'anciens livreurs. Alors ça, on peut découvrir ça aussi. Pas forcément d'anciens livreurs justement, c'est là où est le problème. Il y a des anciens livreurs, mais il y a aussi des gens qui vont créer des comptes et qui sont pas du tout livreurs. C'est des organisations, enfin c'est de la traite humaine complètement, qui vont en fait trafiquer ou créer des comptes chez Uber, mais qui sont pas du tout livreurs, mais qui mettent ce système en vente et qui mettent des comptes en location. Et des fois, c'est des anciens livreurs. Franchement, je pense que c'est pas beaucoup du pourcentage, mais la plupart du temps, c'est du trafic, en fait. C'est des gens qui, en fait, ouvrent des comptes. Des fois, il y avait des gens qui travaillaient chez Uber. Il y a eu plein d'histoires là-dessus. Et il y avait vraiment un trafic de sous-location de comptes. En effet, et notamment à l'égard des sans-papiers, des personnes sans-papiers qui travaillent en tant que livreurs. Voilà, c'est un livre, en tout cas, à découvrir avec tout un lexique aussi de vocabulaire où on découvre vraiment ce mot tartin aussi, voilà, qui est une personne qui travaille à fond. Et on le voit, en effet, vous avez été tartin, en tout cas, pour ce... Une période de ma vie, pas tout le temps, mais une période de ma vie. Voilà, mais si, il faut le dire, même pour faire ses livres. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Uber Life, en tout cas publié chez Ficha Édition. Tatiana Itatar, merci beaucoup d'être passée par 28 minutes pour nous parler de ce livre ce soir. Allez, place maintenant à nos deux débats d'actualité. Dans un instant, nous verrons que malgré les attaques du Kremlin sur la capitale ukrainienne, les drones de Kiev font beaucoup de dégâts sur le territoire russe, alors que Donald Trump semble plus disposé envers les efforts ukrainiens. Mais d'abord, parlons tourisme, et oui, cette saison, un secteur qui se porte très bien, mais qui donne lui aussi un coup de chaud aux populations locales, au point que l'on parle désormais des méfaits du surtourisme. La protestation gagne tous les continents, et notamment en Europe. Pourtant, est-il possible de refuser cette manne financière? Comment éviter l'asphyxie? Nous en débattons juste après la mise au point d'Amira Swilem. Pas des vacances pour tout le monde. À Rome, en Italie, à Étretat, en France ou encore ici, à Majorque, en Espagne, cet été encore, les riverains se plaignent des effets du surtourisme. Moi, ça me plaît que les touristes viennent, mais il y en a trop. On ne peut même pas se garer. La fréquentation augmente. Les infrastructures ne suivent pas. Alors forcément, il y a un moment où on n'en peut plus. Commerce qui ferme, loyer qui explose ou encore qualité de vie qui se dégrade, les récriminations sont nombreuses. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, 95% des voyageurs se concentrent sur 5% de la planète. Face à cette situation, certaines destinations optent pour le démarketing, autrement dit, dissuader une partie des visiteurs de venir. En les pénalisant par exemple via des taxes. C'est le choix fait par Rome qui a instauré un billet d'entrée de 2 € pour accéder à la fontaine de Trévi. Pourquoi pas? Si c'est pour entretenir la fontaine, c'est peut-être une solution. Je ferai un effort puisque je viens à Rome pour voir tout ça.
Face à ce tourisme au pas de course, smartphone en main, certains pays ont opté pour des solutions plus douces. La Nouvelle-Zélande notamment a fait le choix de tourner la situation en dérision et à son avantage. I've been alluded to a situation. It's been happening a lot lately. People have been seeing those photos on social media and are going to great lengths to copy them. Dans cette campagne de pub virale, le pays invite les touristes à faire preuve d'un peu d'imagination. Enjoy the wineries on those bikes. And don't forget to share something new, okay? Inviter les touristes à visiter d'autres endroits du pays moins fréquentés, limiter leur nombre ou carrément les repousser, comment lutter contre le surtourisme? Alors que des études prévoient une augmentation du nombre de touristes dans les années à venir, comment réguler cette ruée massive dans quelques endroits du globe? Voilà, et pour en parler, nous recevons 3 journalistes étrangers que vous connaissez bien, hein, puisqu'ils ont leur ronde serviette, on peut dire ça, au Club International de 28, le très bon Club International tous les samedis, bien sûr, et notamment Anna Kowalska, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes correspondante de la télévision publique polonaise, TVP, à vos côtés, Daniele Zappala, bonsoir. Bonsoir, buonasera. Vous êtes, buonasera, correspondant du quotidien Avenirlé et docteur en géopolitique. Votre livre Cuisine, cousine, dans la casserole du soft power européen, paru aux éditions de l'Harmattan. Et puis Benjamin Louis, bonsoir. Bonsoir Jean-Mathieu. Vous êtes correspondant en France pour la radio-télévision suisse RTS. Alors à propos, justement, Benjamin, de ce surtourisme dont on parle, est-ce que vous, quand vous partez en vacances, évitez les lieux trop fréquentés? Ça fait partie de vos critères? C'est le critère premier. Si je dois vous parler un peu de ma vie, oui, clairement, j'essaye d'éviter les lieux surfréquentés. J'essaye aussi d'éviter les périodes surfréquentées. Donc je pars en juin et en septembre. Mais c'est difficile aujourd'hui d'éviter le surtourisme. Parce que, par exemple, là où je suis parti en juin, c'est un endroit où il fallait forcément passer par Rhodes, en Grèce. Ah oui, d'accord. Ah oui. Et pour la première fois de ma vie, je me suis rendu dans la vieille ville de Rhodes. Et alors là, si on veut faire l'expérience de ce qu'est le surtourisme, mais vraiment poussé à l'extrême, je pense qu'il n'y a pas mieux. Anna Kowalska, vous-même, c'est un critère quand vous prenez vos vacances? Absolument. Je voyage souvent pour le travail dans les endroits qui sont surfréquentés. Notamment, j'étais à Nice ce week-end. Nice, c'est une très très belle ville, mais je passais un très très mauvais moment. Ah, d'accord, carrément. Ah oui, à cause de ça. À cause de ça, parce que j'arrivais pas à dormir la nuit. Notre hôtel était situé dans le centre-ville. Donc je comprends certaines colères des gens qui doivent faire face à ça au quotidien. Donc moi, pareillement, j'étais en vacances en février, je ne pars pas en août, notamment pour éviter ce genre de... Ah, vous êtes d'accord, vous décalez vos vacances. Alors, Daniele Zappala, si vraiment il y a un pays qui est touché par le surtourisme, c'est quand même l'Italie. On a vu l'exemple avec la fontaine de Trévi. Ça se traduit comment, ce surtourisme, chez vous? C'était surtout l'effet, après le Covid, d'une accélération prodigieuse du nombre des touristes qui a véritablement pris des cours à tous les opérateurs. Du coup, on a eu en fait, bien sûr, des records, des nuitées engrangées année après année, mais des villes complètement saturées. On connaissait bien sûr des sites comme les Cinque Terre, Venise, la Fontana di Trevi au cœur de Rome, mais il y en a eu plein d'autres qui ont été véritablement submergés. Et là, bien sûr, les résidents, bien sûr, la grogne inévitable, mais c'était en fait aussi, je pense, l'occasion d'un débat sur finalement l'histoire aussi italienne. Oui. Et donc, on n'a pas vu trop des manifs, notamment contre les touristes. Oui, voilà, plutôt, on va dire, la grogne, c'était contre les élus locaux. Pourquoi vous n'avez pas su organiser tout ça? On s'attend l'année prochaine quand même à des conditions d'habitabilité, disons, minimum pour ne pas rester complètement asphyxié. Et en même temps, Benjamin Louis, on peut quand même se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un peu une hypocrisie des populations locales? Parce que c'est une manne financière très importante. Donc, est-ce qu'on les critique et en même temps on veut qu'il y ait des touristes? Alors, il ne faudrait pas faire la confusion entre population locale et économie et commerçants locaux. Je pense qu'effectivement, il y a souvent une hypocrisie de la part des commerçants locaux, des hôteliers locaux. Les populations, des gens qui vivent, on va prendre, je sais pas, prenons un exemple en France, Etretat, parce que c'est un de ceux qui sont les plus criants, effectivement. Mais dans ces communes-là, les habitants, pour leur grande majorité, aimeraient vivre sans le surtourisme. Par contre, regardez, on a vos chiffres justement, Etretat, c'est 1100 habitants à l'année, et en vacances, c'est 1,5 million de vacanciers. Oui, et la proportion, je crois, de Airbnb, donc de logements meublés de tourisme à courte durée, est désormais plus importante que les logements, entre guillemets, normaux. Donc pour les populations locales, ça devient quasiment impossible de se loger
dans ce genre d'endroit, ils sont obligés de partir en périphérie, ils sont délogés de chez eux. Par contre, effectivement, le surtourisme, il ne vient pas de nulle part. Il est organisé et avant tout par les locaux. Et souvent, eh bien, une fois que le surtourisme s'est installé, les restaurateurs, les hôteliers en tirent profit. C'est de bonne guerre, mais... Encore une fois, le surtourisme, c'est vraiment le serpent capitaliste par excellence qui se mord la queue parce que c'est sans fin. Au fond, on vit sur la manne qui elle-même nous détruit, qui nous pousse à... Enfin bref, c'est sans fin. Alors, pour lutter contre le surtourisme, il y a des sites notamment qui maintenant font payer leur accès. On a parlé de la fontaine de Trévi à Rome, ça va de 2 € pour la fontaine de Trévi jusqu'à, par exemple, les remparts de Dubrovnik, 40 € par adulte quand même. Anna Kowalska, est-ce que pour vous, ça peut être une solution ou est-ce que c'est pas injuste socialement finalement pour ceux qui ne peuvent pas se le permettre? Je ne connais pas la réponse à cette question, mais c'est un débat qui a lieu aujourd'hui en Pologne, notamment à Cracovie, qui est aussi une ville très visitée pour la vieille ville, mais aussi à cause de proximité de Auschwitz notamment. Il y a un péage, en fait. Une sorte de péage. Il n'y en a pas, mais ça peut être mis en place. C'est une des options qui est réfléchie, mais effectivement, il y a une voie, notamment gouvernementale, qui dit que pour certaines familles, ils ont le droit à une visite à Cracovie dans la vie. Ils doivent dormir dans une Airbnb parce que sinon, ils ne se permettront jamais. Donc, il faut aussi écouter cette éco-sociale, question sociétale de certains qui ne peuvent pas se permettre sinon. Je pense que la réponse, c'est très difficile. Ouais, c'est ça, bien sûr. Benjamin Louis, donc faire payer, ce n'est pas forcément la bonne solution. Qu'est-ce qu'il existe comme bonne pratique, par exemple, en Suisse, chez vous ? Alors, je ne sais pas s'il existe de bonnes pratiques à exporter en Suisse. En tout cas, il y a un phénomène, il y a un village, en fait. Je ne sais pas si vous connaissiez, Jean-Mathieu, le village d'Iseltwald. Alors, pas encore. Eh ben, c'est un... Allons-y. Voilà, jusqu'en 2019, tout le monde était à peu près comme vous. Personne ne savait exactement où c'était. C'est un très joli petit village qui est sur le lac de Brienne. C'était en Suisse alémanique, canton de Berne. C'est absolument sublime. C'est un décor de carte postale. En 2019, il y a une série sud-coréenne qui s'appelle Crash Landing on You, qui est sortie sur Netflix. Et il s'avère qu'ils ont tourné une scène de demande en mariage, en tout cas une scène romantique, sur ce ponton que vous voyez derrière Jean-Mathieu. Et depuis, eh bien, c'est un afflux permanent de touristes et de personnes venues de Corée du Sud notamment. Et pour la population locale, ça a créé des désagréments parce que, évidemment, du jour au lendemain, quand il y a un tel afflux dans un endroit où il y avait finalement assez peu de tourisme avant, en tout cas un tourisme d'une autre forme, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes de nuisance, comme on dit les habitants. Là encore, les commerçants s'en sont donnés à cœur joie, mais il a fallu faire quelque chose pour réguler l'afflux de personnes sur ce ponton en particulier. Parce que non seulement le ponton en plus était un peu fragile, mais parce qu'il y avait un tel monde que ça devenait ingérable. Ils ont installé, c'est quelque chose de très suisse, ils ont installé un tourniquet payant et il faut mettre une pièce de 5 francs pour pouvoir passer. Ça a rapporté en un an 240 000 francs à la commune qui répond en disant que ça paye à peine les coûts de nettoyage des rues. Voilà, c'est un exemple peut-être dont on va peut-être s'inspirer. Allez, on va faire un tour dans le passé avec cette question. Et si les touristes avaient toujours été un problème finalement pour les populations locales? En 1960, on se demandait si les beautés de l'Italie allaient résister déjà aux hordes de touristes affamés de clichés photographiques. C'est notre archive du jour. Où est-elle aujourd'hui, cette Venise secrète et romantique des esthètes d'avant 14 et même d'un peu plus tard? Aujourd'hui, l'été y ramène des foules, des peuples, des cohues. Touristes de tout gabarit, de tout poil, de toute langue, avec leur débraillé bon enfant, leur désir de s'instruire et leur besoin de voir ce qui doit être vu à Venise, car il y a des traditions. Maintenant, tout cela change-t-il vraiment, Venise? On aimerait mieux une Venise débarrassée des pique-niqueurs et des pieds fatigués, mais il y a toujours une petite place solitaire autour d'une église oubliée, un rio vide. Même dans cette ville à touristes, Venise est toujours dans Venise. Alors, quelques dizaines de milliers de touristes tentés par Venise à l'époque. Aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup plus chaque année. Plusieurs dizaines de millions. On sent un peu le mépris, quand même, Daniel Zappala, chez le commentateur. Est-ce qu'au fond, quand même, le surtourisme, ça n'accompagne pas aussi une forme de progrès social ? Oui, complètement. Et je pense que les opérateurs en Italie l'ont compris. Ils essayent, la plupart du temps, de contourner cette tentation de stigmatiser les touristes.
Et disons que les phénomènes vraiment honnis, c'est ce qu'on appelle en italien il turismo mordi e fuggi, un coup de vent, en fait, vraiment tout simplement consommer un sandwich et voilà, profiter des lieux en quelques heures et ensuite répartir. Donc, on redouble depuis quelques années quand même d'astuces, d'inventivité pour essayer notamment de jumeler des sites mondialement connus, comme justement la Piazza San Marco, avec des sites moins connus, par exemple pour primer ceux qui ont déjà visité ces sites, donc en accordant des ristournes pour ensuite visiter les sites célébrissimes. Ouais. Et donc voilà, là c'est l'une des solutions mises en avant par des maires, etc. On trouve qu'aujourd'hui, quand même, la manne financière du tourisme, ça représente 20% du PIB italien. C'est un pilier, en fait. Énorme, donc, on ne peut pas tomber dans ces risques qui, en plus, renie d'une certaine manière aussi l'histoire. On voyait des images, en fait, anciennes de l'histoire du pays, à savoir, voilà, c'est un pays d'explorateurs, des Italiens voilà, qui ont conquis le monde entier. On ne peut pas d'un coup retourner complètement sa veste et dire non, voilà, l'Italie devient une forteresse, une citadelle. Et donc là, il y a, c'est vrai, un peu des débats, mais pour l'instant, je pense qu'il y a cette envie d'agir de manière positive et constructive. Même quand ce n'était pas l'Italie, ça attirait déjà des touristes qui voulaient voir l'Italie. Donc c'est ça qui est assez étonnant. Benjamin Alouz, comme j'ai commencé par vous tout à l'heure sur vos vacances, je vais finir avec vos vacances encore. Je ne sais pas, est-ce que vous n'avez pas un petit coin à nous conseiller justement pour fuir le surtourisme? Où? Dans quel pays? Je ne sais pas si je vous disais instinctivement, qu'est-ce que vous me diriez? Déjà, je ne vous dirais pas, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. J'ai pas envie qu'on me le pique. Donc, celui auquel je pense, je ne vous le dirai pas. Il y en a peut-être un en Italie, notamment. Bien sûr, il faut toujours envoyer en Italie. Ça, je balance sur mon voisin, sur Daniele, c'est bien fait. Mais de toute façon, il a dit qu'ils étaient très contents du surtourisme en Italie, donc tant mieux. Mais non, il y a une île formidable dans les îles éoliennes qui s'appelle Stromboli, c'est l'île du volcan. Et il y a un petit village juste derrière, en fait, le village de Stromboli qui s'appelle Ginostra. Peut-être que tu connais, Daniele. Et vous pouvez y aller en août, il n'y a jamais beaucoup de monde, c'est magnifique. Et voilà. Bon, écoutez, en tout cas, c'est noté. En tout cas, espérons qu'il n'y aura pas trop de monde, sinon vous pouvez venir à 28 minutes. C'est toujours très bien, on vous accueille dans notre studio. Allez, on va passer à notre deuxième débat. Voilà, on change complètement de sujet, parce que malgré la fixation des combats sur le front, eh bien, l'Ukraine est à l'offensive cet été, notamment grâce à ces drones envoyés sur le territoire russe. Le Kremlin bombarde toujours Kiev, mais Volodymyr Zelensky semble désormais porté par de meilleurs vents. Сьогодні є чергове досягнення наших сил оборони України. Уражено ще один об'єкт російської нафтопереробної галузі. І відстань значна, більше ніж 2,5 тисячі кілометрів. І це в Тобольську, в Сибіру. Перше в історії Росії, коли у них вже немає безпечного стратегічного тилу. І це вперше вони не можуть воювати без добавок із Північної Кореї. Un certain optimisme donc chez Volodymyr Zelensky. Est-ce qu'il a raison, Anna Kowalska? Je pense que l'Ukraine est très forte en communication. En effet, il y a une armée très agile qui a réussi à arrêter la Russie sur la ligne de front depuis quelques temps. Ce n'était pas le cas il y a encore un an, on en a souvent parlé. Il y a aussi des coups très durs, effectivement, que l'Ukraine réussit aujourd'hui à imposer à l'Ukraine. Est-ce que long terme, ça va suffire pour arrêter Vladimir Poutine? Pour l'instant, je ne pense pas. Je pense que l'objectif de de Volodymyr Zelensky, effectivement, faire la Russie capituler. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et pendant longtemps, je pense que ce ne sera pas le cas parce que Vladimir Poutine maintient toujours cette idée qu'il ne veut plus Volodymyr Zelensky au pouvoir, qu'il veut techniquement contrôler l'Ukraine. Et les coups qu'aujourd'hui l'Ukraine arrive à imposer à la Russie provoquent aussi des contre-attaques massives et les civils payent un prix aujourd'hui très cher en Ukraine et l'Ukraine n'a pas avec quoi se défendre. Donc je pense que c'est un double tranchant. Aujourd'hui, cette politique. C'est ça, Daniel Zappala, c'est que il y a de la communication, on le sait, Volodymyr Zelensky est véritablement expert pour ça, mais est-ce que ça peut aussi, à un moment, modifier les choses, même si sur le terrain, pour l'instant, ça n'avance pas? Ça veut dire tout de même que peut-être que ces frappes de drones peuvent aussi faire rentrer dans l'esprit des Russes que la guerre est chez eux aussi. Oui, complètement. Je pense que, et c'est vrai, le front au niveau du Donbass est figé, mais pour ce qui est de cette nouvelle guerre au niveau de l'espace aérien, pour l'instant, il faut bien le dire, c'est surtout les Ukrainiens qui sont en fait les maîtres de cet espace aérien, et bien sûr au niveau même de la propagande, de la communication. Zelensky, voilà, c'est des bonnes guerres, voilà, il joue de cela, mais je pense que vraiment c'est aussi une brisure d'un point de vue psychologique qui, jour après jour, peut quand même faire son chemin au niveau de la
société russe, qui pour l'instant se sentait quand même complètement à l'écart par rapport à cette dite opération spéciale et qui aujourd'hui quand même voit autour de Moscou, etc., des colonnes de fumée qui véritablement montrent que la guerre arrive aux portes des grandes villes russes. Rapidement, vous n'êtes pas d'accord avec je ne pense pas, parce que la société russe nous a pas habitués pendant la dernière décennie de protester. Quand ils sont affaiblis, il n'y a pas de place pour la protestation en Russie, à part de certains mouvements dont au pouvoir. Pour l'instant, on voit que Vladimir Poutine est peut-être un peu affaibli, mais est-ce qu'ils ont le droit de protester les Russes? Pas vraiment. Ouais, donc je pense que les problèmes logistiques avec le carburant ne vont pas ici changer grand-chose. Moi, je pense que Volodymyr Zelensky envoie surtout le message à Donald Trump, à ses partenaires en Europe, montrant on arrive à frapper très fort s'il le fait. Les colonnes de fumée, quand même, tout de même, représentent l'image que ça peut tourner vinaigre pour tout le monde, même pour les fidèles de Poutine. Donc je pense que d'un point de vue de la guerre psychologique, ça a quand même son poids. C'est un véritable tournant, à mon sens. Mais Benjamin Louis, malgré tout, est-ce que ça risque pas de réveiller la bête, de stimuler Vladimir Poutine dans sa réponse, qui pourrait envoyer des missiles, par exemple, en plus grand nombre vers l'Ukraine pour saturer la défense? Cette question, on se la pose toutes les 2 semaines, en fait. Il faut faire attention parce que ça risque de réveiller la bête. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut bien agir. Quitte, bien entendu, c'est le risque à réveiller la bête, mais la bête s'est réveillée plein de fois, déjà, premièrement. La vraie angoisse, ce serait qu'il y ait une attaque massive de la part des Russes aériennes avec des missiles balistiques sur Kiev qui et Anna le disait, n'a pas les moyens de se défendre parce qu'ils n'ont pas les intercepteurs, au fond, qu'ils attendaient des Américains. Mais encore une fois, le seul moyen pour eux de se défendre, c'est d'avoir cette guerre via les drones qui est extrêmement ciblée, qui n'est pas juste de la communication. C'est quand même quelque chose qui est très malin de la part des Ukrainiens d'aller taper sur l'infrastructure pétrolière qui, certes, effectivement, les Russes ne peuvent pas faire de protestation. Il va pas y avoir de grandes manifestations dans les rues pour dire on veut plus de pétrole. Mais il y a un vrai coût pour la population qu'on n'avait jamais vu avant. Il y a des files d'attente hallucinantes dans une grande majorité des États russes. Donc voilà, là vraiment la population, pour peut-être la première fois durant cette guerre, a vraiment la sensation en Russie qu'ils sont en guerre, qu'il y a des drones qui tombent, qu'il y a des explosions, que ça peut être extrêmement dangereux. Et c'est à peine 1% de ce qu'ont vécu les Ukrainiens, mais tout de même, il fallait qu'ils le vivent. Alors avec vous, Julien, on va parler d'un vrai retournement de situation, parce que là, les choses bougent, non pas sur le terrain, mais c'est celle de Laura Loomer. Alors Laura Loomer, c'est une ancienne égérie MAGA qui était pro-russe et qui vient de se rallier à la cause ukrainienne. Oui, je vais vous montrer Laura Loomer. Regardez, c'est elle. Elle a 33 ans, militante d'extrême droite, adepte des théories du complot. C'est une influenceuse suivie par 2 millions de personnes sur X tout de même. Et elle a l'oreille de Donald Trump, à tel point que ce serait elle qui aurait réussi à convaincre le président américain de licencier plusieurs hauts responsables de la NSA, la célèbre agence de renseignement américaine. Et pendant longtemps, Laura Loomer a défendu la cause du Kremlin, mais soudain, changement de ton, Jean Mathieu, le point de bascule a eu lieu le 23 juillet dernier. Elle est alors en voyage à Kiev et l'égérie MAGA voit alors les destructions dans la ville. Elle qui est de confession juive, elle rencontre le rabbin local et puis elle s'entretient avec Volodymyr Zelensky. And I've come to realize that I was bamboozled by Russian propaganda, and I came to believe a lot of untrue things about Ukraine. I used to think that this was a country full of Nazis. On le voit, interview déroutante de Laura Loomer et réaction tout aussi déroutante de Donald Trump, puisqu'il a réagi en écrivant très bien sur son réseau Trousse Sociale. Alors Anna Kowalska, qu'est-ce que ça dit selon vous, ce revirement de situation de la mouvance MAGA en ce moment concernant la guerre en Ukraine? Je pense que c'est très important pour Volodymyr Zelensky parce que ça montre un certain soutien vis-à-vis de l'Ukraine auprès de Donald Trump qui est très important. Encore une fois, vu comment Donald Trump est imprévisible depuis le début de cette guerre, on ne sait pas à quoi on peut s'attendre. On a l'impression qu'en ce qui concerne l'image, il est plus proche de Volodymyr Zelensky aujourd'hui que de Vladimir Poutine, mais malgré tout, l'Ukraine, et ça a été poussé depuis des mois, n'arrive toujours pas à produire, par exemple, des missiles patriotes chez elle. Et le résultat, il en a zéro. Il y a des missiles qui tombent sans aucun problème sur Kiev parce que l'Ukraine n'arrive pas à se défendre. Et je pense que Volodymyr Zelensky a aussi reproché ça de certaine façon la semaine dernière à Donald Trump en essayant d'expliquer que peut-être ne pas fournir les missiles à l'Ukraine est aussi une manière de faire l'Ukraine capituler.
Je pense qu'il y a malgré tout... Voilà, alors juste, en effet, Donald Trump qui avait dit en effet qu'il allait fournir des missiles Patriot, la licence en fait de fabrication des missiles Patriot, et puis il est revenu dessus parce qu'il dit que les constructeurs de missiles Patriot ne veulent pas finalement donner, alors il pourrait y avoir un accord, bref tout ça, en fait ça tarde véritablement aussi, là on le voit, Daniele Zappala quand même, c'est un coup dur pour Kiev, alors que on peut se dire tout de même, est-ce que le revirement de Donald Trump à la base, il n'est pas plus psychologique en disant toujours la même chose? En gros, j'aime les winners, j'aime pas les losers. Et que le winner, c'est qui? C'est Zelensky actuellement. Exactement. Ça, je pense que la première préoccupation de la Maison-Blanche, c'est effectivement de se rallier du côté des winners, des gagnants. Et en même temps, c'est vrai que cela peut changer, je crois, l'attitude aussi des capitales européennes. Ça peut peut-être ouvrir une fenêtre d'action. Pour l'instant, il faut avouer que Paris, Berlin, Londres ont été un peu périphériques. Il y a un an, on se souvient tous de la rencontre en Alaska, Trump-Poutine. Et le climat, en fait, a changé. Donc, ça peut-être offrir aux chancelleries européennes l'opportunité peut-être de mettre la pression, de confirmer cet appui à côté de Kiev pour peut-être essayer de peser, car effectivement aujourd'hui on se retrouve avec un conflit au cœur de l'Europe qui finalement répond à des exigences de capital et puissance extra-européenne. Donc on est dans cet énorme paradoxe et donc peut-être, voilà, ça pourrait ouvrir peut-être une petite brèche pour Rome même et les autres capitales. Mais ce semi-soutien de Donald Trump, Benjamin Louis, est-ce que ça peut changer l'issue du conflit? Est-ce que par exemple on peut imaginer qu'il aille jusqu'à imposer des négociations de paix? Alors, est-ce que c'est le soutien de Donald Trump lui-même qui pourrait faire changer les choses, ou est-ce que c'est parce que c'est là que Zelensky fait encore un coup de maître en faisant quasiment de la politique intérieure américaine. Quand il fait venir cette influenceuse Laura Loomer, c'est quand même génial d'entendre une complotiste patentée dire qu'elle a été bamboozled par, c'est l'adjectif génial, par la propagande russe. Donc c'est la complotiste victime des complots. C'est quand même assez génial. Il la met devant ses contradictions. Et elle parle à toute une base MAGA et aussi au Parti républicain. Et il y a donc cette loi du nom de Lindsey Graham qui a été acceptée par le Sénat, qui doit maintenant être votée finalement par la Chambre et qui viendrait à imposer des sanctions très dures sur la Russie. Alors ça vient entre autres de Donald Trump, mais encore une fois, il y aurait une pression très très forte là qui viendrait des États-Unis sur la Russie. Vraiment, là, Zelensky est encore extrêmement malin. Voilà, à voir pour les prochains jours. En tout cas, merci beaucoup à vous trois d'être passés ce soir dans 28 minutes pour débattre de ces deux sujets d'actualité. Allez, dans un instant, nous retrouverons les chroniques d'Isadora Darcial et Théophile Kossa. Et dans notre escapade européenne, nous verrons comment la République tchèque est devenue une terre de musique country. Et oui, Prague, nouvelle capitale du Texas. Avant de nous intéresser à cet afflux de candidatures pour devenir soldat du feu suite aux incendies dans les Landes et en Gironde, les pompiers volontaires, comment ça marche? Mais avant cela, retrouvons le maestro de la culture G, Victor de Quiver. Il connaît sa partition par cœur. Et ce soir, dans Vous dînerez moins bête, il a enfin la réponse à une question qui revient très souvent dans les salles d'attente des docteurs. Faut-il assassiner pour faire de bons médecins? Faut-il assassiner pour faire de bons médecins? La question vous paraît farfelue, et pourtant. En novembre 1827, à Édimbourg, en Écosse, un vieux locataire nommé Donald meurt dans sa chambre, crise cardiaque. William Eyre, le propriétaire de la pension, découvre le corps au matin. Sa première pensée, ce bougre n'a pas payé son loyer. Il en rigole avec son voisin William Burke. Puis la paroisse tarde à récupérer le cadavre. Les deux William ont une idée macabre. Et si on le vendait? Il remplace Donald par de l'écorce dans le cercueil et livre le corps à un anatomiste réputé qui leur donne l'équivalent de plusieurs semaines de salaire. Mais pourquoi la transaction a-t-elle été aussi facile? Au XIXe siècle, la loi britannique est stricte. Seuls les condamnés à mort peuvent finir sur les tables de dissection. Or, ils sont rares. Il faut des corps frais. Résultat, des résurrectionnistes professionnels déterrent les cadavres la nuit, les familles scellent les tombes avec des barreaux de fer. Mais pourquoi attendre que les gens meurent, se demandent Burke et Eyre. Quelques semaines plus tard, un pensionnaire de l'immeuble tombe malade. Une nuit, il lui plaque un oreiller sur le visage. Deuxième cadavre livré, deuxième paiement. En 10 mois, de février à octobre 1828, ils assassinent 12 femmes, 3 hommes et 1 enfant. Malheureusement pour eux, en octobre 1828, une locataire découvre un corps caché sous un lit et elle prévient la police.
Le 28 janvier 1829, Burke est pendu devant 25 000 spectateurs. Ironie ultime, son corps est disséqué publiquement et son squelette exposé au musée d'anatomie d'Édimbourg, où il se trouve encore aujourd'hui. Le scandale secoue le Parlement. En 1832, l'Anatomie Act autorise enfin les médecins à utiliser les corps des indigents pour leur dissection. La médecine peut sortir de la clandestinité. Voilà, vous dînerez moins bête. Merci, oncle Victor de Quiver. Une belle histoire, en tout cas. Et il est temps de retrouver leur chronique. Enfin, disent leurs fans, bien sûr. Isadora Darcial et Théophile Cosson. Comment allez-vous, Isadora? Dans l'été à l'Européenne, direction la République tchèque, pour découvrir, c'est étonnant, une passion musicale des plus surprenantes, la country. Oui, alors je vous vois venir, hein, Jean-Mathieu, vous allez me dire la country, c'est américain, pas tchèque. Et pourtant, les Tchèques se sont si bien appropriés cette culture, voilà, on entend un peu, qu'un courant 100% local existe depuis plus de 60 ans. La country tchèque, donc, un genre musical qui cartonne dans le pays et dont la pleine saison des festivals est en ce moment même. Il n'y a pas moins de 5 festivals encore jusqu'à la fin du mois. Une radio est totalement dédiée à ce genre. Country Radio, de son nom, fêtera ses 35 ans le 15 août et propose pour l'occasion une expédition en forêt à tous ses auditeurs pour rejoindre le festival. Une expédition qui est associée à un courant très populaire qui s'appelle le tramping. C'est une manière de camper dans les forêts de Bohême, déguisé en indien, en cow-boy, oui. Chantant au coin du feu comme dans le Far West des westerns américains. Et c'est une pratique qui existe depuis les années 20. Alors pourquoi cette fascination tchèque pour les westerns américains et la country? On peut parler d'une fascination pour l'Amérique en général. Le président américain Woodrow Wilson a soutenu la fondation de la Tchécoslovaquie en octobre 1918 face à l'Empire austro-hongrois. Il y a également, depuis la fin du 19e siècle, une très grande immigration tchèque aux États-Unis. Et de nombreux musiciens d'ailleurs de saloon étaient tchèques dans la ville de Chicago. Et la country est l'héritière de ces différentes couches de migration aux États-Unis. C'est donc un peu la musique des cousins américains. Ouais. Mais si les Tchèques se sont emparés avec autant de passion de ce genre musical qu'est la country, c'est que la country, c'est la musique mythique par excellence. C'est celle qui raconte les grands espaces, c'est celle qui raconte l'homme solitaire et surtout celle qui raconte le sentiment de liberté. Et c'est donc cet imaginaire, cet art du récit qui a inspiré les Tchèques, qui trouvent dans la musique, et ce depuis le XVe siècle, un outil de résistance, un imaginaire, un ailleurs qui va devenir d'autant plus fort au moment de la fermeture du rideau de fer en 1948, avant une reprise, que dis-je, une explosion de la country tchèque dans les années 60. Ça s'appelle également la trompe musique. Ouais. Alors le genre est toléré alors et les plus grands noms de cette scène émergent. Il s'appelle le country beat de Jerzy Brabec, dans lequel on retrouve, vous le connaissez, vous ne connaissez que lui. Comment on va faire l'impasse ce soir? Pavel Bobek. Il y a également la First Lady de la country, Viera Marcinova. Et bien sûr, on va l'écouter, le tube de l'incontournable Miral Tučný. Voilà, voilà, il est là. Une playlist. C'est le meilleur moyen de réussir une immersion incognito chez nos voisins tchèques. Eh ben, dites-moi, en tout cas, c'est une belle aventure. Merci beaucoup, Isadora, pour ce choix musical. Allez, Théophile, on passe avec vous à ces terribles incendies cet été qu'on fait naître des vocations. On observe ces derniers jours une augmentation massive des candidatures pour devenir pompier volontaire. Alors justement, devenir pompier volontaire, comment ça marche? C'est un des enseignements de ces incendies qui prouve que l'humanité n'est peut-être pas encore totalement foutue. L'adversité suscite l'engagement. Dans certains coins de France, les SDIS, les services départementaux d'incendie et de secours qui gèrent les pompiers à l'échelle locale, ont vu le nombre de demandes de renseignements et d'inscriptions bondir ces dernières semaines. Alors, il y a des départements où ça cartonne. Sans surprise, en Gironde, le SDIS 33 a reçu 400 demandes depuis le 23 juillet, 4 fois plus que d'habitude. Dans le Bas-Rhin, plus 45% de demandes supplémentaires. Dans l'Indre, pareil, plus 20% par rapport à l'année dernière. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour devenir pompier volontaire? Alors, avoir entre 16 et 67 ans, résider en France, jouir de ses droits civiques, c'est bien sûr ouvert aux hommes et aux femmes. Il faut prendre contact avec le SDIS de son département, puis envoyer son dossier de candidature, donc CV, diplôme, lettre de motivation. Vient ensuite les tests sportifs et médicaux. Les missions des volontaires sont les mêmes que celles des pompiers professionnels, donc ça rigole pas. Puis il faut se former. La formation initiale dure entre 10 et 30 jours, tout ça sur son temps libre. Donc il faut quand même être motivé. Vous êtes souvent mobilisé
mobilisés le week-end. Et puis c'est pas, tiens, je vais me faire une petite heure par-ci par-là. Hein. Certains SDIS imposent genre 900 heures annuelles minimum, hein, même si les heures sont indemnisées entre 8 et 13 euros selon votre grade. Vous signez pour 5 ans. Et bien sûr, le job ne consiste pas que à lutter contre les incendies. 80% des interventions concernent le secours aux personnes. Alors, est-ce que pour ces pompiers volontaires, il y a des tests psychologiques? Alors, pas de façon obligatoire, mais certains SDIS organisent désormais des entretiens psy, déjà pour détecter des potentielles vulnérabilités. Hein. Est-ce que le type va pas s'effondrer à la première intervention sur un accident de la route? Bon. Et puis tiens, aussi, au hasard, pour repérer les profils pyromanes. En Charente-Maritime, par exemple, il y a maintenant un entretien psy pour voir s'il n'y a pas des addictions, des troubles dépressifs. Hein. C'est des terrains propices à la pyromanie. Puis un questionnaire plus poussé pour identifier si le candidat n'aurait pas un surbesoin de reconnaissance. On observe ça aussi. Je suis pompier, je mets le feu, derrière je suis mobilisé pour éteindre le feu. La société me remercie pour mon héroïsme. C'est gratifiant à voir maintenant si toutes ces nouvelles candidatures iront jusqu'au bout. Et ça serait bien de gonfler les effectifs des sapeurs-pompiers volontaires qui n'augmentent pas ces dernières années. 200 000 pompiers volontaires contre 44 000 professionnels, alors que les incendies, eux, se multiplient. Comme on dit, il y a le feu au lac. C'est le cas de le dire, en effet. Merci beaucoup, Théophile. Merci, mes amis, à suivre votre série animée Putain de chat avant de plonger dans une enquête fascinante sur des parchemins bibliques retrouvés. Mais sont-ils vrais, sont-ils faux? Avec un peu de géopolitique dedans, ça s'appelle Les faussaires de la Bible et forcément, ça ne se rate pas. Nous, on se retrouve demain, 20h05, pour un nouveau numéro de 28 minutes. Tchuss.